Alexandre était le portrait du succès. Propriétaire d'un vaste réseau de boutiques de vêtements renommés, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des demeures somptueuses, des voitures de luxe et des fêtes exclusives faisaient partie de son quotidien. Sa présence inspirait pouvoir et confiance, et il était admiré par ses pairs dans le monde des affaires. Marié à Gisèle, une femme raffinée et dévouée, et père de Gabriel, un garçon plein de vie et d'innocence, il semblait avoir une vie parfaite. Pourtant, derrière cette façade brillante, se cachait un homme qui ne connaissait pas la notion de suffisance. Gisèle était le cœur de la famille. Élégante et discrète, elle consacrait ses journées à prendre soin de leur foyer et à s'assurer que Gabriel grandisse entouré d'amour. Pour elle, Alexandre n'était pas seulement un mari, mais aussi le pilier qui assurait la stabilité de la famille. Cependant, avec le temps, elle commença à percevoir un fossé croissant entre eux. Alexandre passait de plus en plus de temps loin de la maison, pris par des réunions, des voyages et des fêtes, semblant chaque jour plus déconnecté. Gabriel, dans sa pureté enfantine, ne remarquait pas ces changements, mais Gisèle, elle, savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors qu'Alexandre dormait, Gisèle trouva le courage de prendre son téléphone. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle déverrouillait l'appareil et parcourait les messages et les photos qui confirmèrent ce qu'elle redoutait. Alexandre menait une double vie. Des femmes éblouissantes, des fêtes baignées d'excès, mais des mots qu'il ne lui avait jamais adressés. Le choc la laissa sans voix, mais elle savait qu'elle devait l'affronter. Le lendemain matin, alors que Gabriel jouait dans le jardin, Gisèle appela Alexandre pour lui parler. Lui, avec un regard froid et distant, écouta en silence pendant qu'elle exposait ce qu'elle avait découvert. Mais au lieu de s'excuser ou de montrer du remords, Alexandre explosa de colère. « Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mon téléphone !» « Zrenia !» cria-t-il, sa voix résonnant à travers les murs de la maison. « Je suis l'homme de cette maison, Gisèle. Je ne laisse rien manquer ici. Tu as tout ce qu'une femme pourrait rêver. Une maison luxueuse, des vêtements, des bijoux. Et malgré tout, tu te permets de te mêler de ma vie. » Gisèle, les larmes aux yeux, tenta de répondre. « Alexandre, ce n'est pas une question de ce que tu nous donnes, c'est une question de ce que tu nous enlèves. Le respect, l'amour, la confiance, cela n'a pas de prix. » Mais il ne voulait rien entendre. Pour Alexandre, il était le centre du monde, adoré par ses amis, vénéré dans les affaires, et il estimait mériter le même respect dans sa propre maison. « Je mérite du respect, Gisèle. Mes amis m'adorent. Tout le monde m'admire. Tu devrais faire pareil. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Son ton était implacable, et Gisèle sentit le poids de ses mots comme un coup. À cet instant, elle comprit que l'homme qu'elle avait épousé avait changé, ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Gabriel, observant la scène à distance, ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il pouvait sentir la tension. Pour lui, Alexandre était encore le héros de la famille, et voir cette image s'effondrer était quelque chose qu'il ne savait pas comment gérer. Alexandre quitta la maison ce soir-là, claquant la porte derrière lui. Il se rendit à l'une de ses fêtes exclusives, entouré de sourires faux et de personnes qu'il adorait pour son argent et son statut. Mais au fond de lui, il sentait le vide grandir. Pendant ce temps, Gisèle resta seule, serrant Gabriel dans ses bras et essayant de cacher ses larmes. Elle savait que la vie parfaite que tout le monde enviait n'était qu'une illusion. Et pour la première fois, elle commença à se demander si elle était prête à continuer de vivre ce mensonge. Alexandre, partagé entre colère et orgueil blessé, conduisit sa voiture de sport jusqu'à l'un des clubs les plus exclusifs de la ville, où il était accueilli comme un roi. Entre rires, toasts et sourires hypocrites, il se laissa emporter par l'euphorie passagère que ces nuits lui offrirent toujours. Entouré d'amis flatteurs et de femmes éblouies par sa richesse, il se sentait au sommet du monde. Pourtant, même au milieu du bruit et des flashs des caméras, un silence inconfortable résonnait en lui, un vide qu'il s'efforçait d'ignorer. Des heures plus tard, en rentrant chez lui, Alexandre trouva Gisèle assise sur le canapé du salon, le visage marqué par l'inquiétude. Il savait qu'il devait dire quelque chose, et bien que cela lui coûte de ravaler sa fierté, il choisit de jouer avec les mots. Avec une voix adoucie par un remords fin, il s'excusa. « Gisèle, j'ai eu tort. Je sais que j'ai été dur, mais je veux changer. Je ne veux pas te perdre, ni perdre notre famille. »
Les mots semblaient pranatres convaincants, et pendant un court instant, Gisèle voulut y croire. Elle voulait y croire. Alexandre promit qu'il deviendrait un homme différent, qu'il mettrait sa famille au-dessus de tout et qu'il laisserait ses erreurs derrière lui. Pendant un temps, il tenta de tenir ses promesses. Il passa plus de temps à la maison, joua avec Gabriel et emmena même Gisèle dîner dans un restaurant romantique, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Mais ce n'était qu'une façade. Peu de temps après, Alexandre reprit sa routine de fête, d'excès et d'infidélité, se cachant derrière le masque d'un homme d'affaires débordé. Gisèle, bien que blessée, resta silencieuse, essayant de maintenir l'unité de la famille pour Gabriel. Elle savait que le changement d'Alexandre ne serait jamais réel tant qu'il ne ferait pas face aux conséquences de ses actes. Puis, un événement inattendu se produisit. Une maladie dévastatrice s'empara du pays. Le gouvernement, dans une tentative de freiner la propagation, ordonna la fermeture de tous les commerces non essentiels. Les boutiques d'Alexandre, qui étaient la base de sa fortune, durent fermer leurs portes indéfiniment. Le monde entier faisait face à une crise financière sans précédent, et Alexandre, habitué à tout contrôler, vit sa vie basculer complètement. Au début, il croyait que la situation serait passagère. Il comptait sur ses réserves financières pour maintenir son style de vie luxueux, mais la crise s'éternisa. Les factures commencèrent à s'accumuler, les employés réclamèrent des salaires en retard, et les clients disparurent. Alexandre tenta de maintenir l'apparence du succès, mais la réalité était implacable. Il vendit des voitures, puis des bijoux, et finalement, il dut se séparer de l'une de ses somptueuses demeures. Peu à peu, tout ce qu'il avait construit commença à s'effondrer. La pression était insupportable. Ses amis des fêtes disparurent aussi vite que son argent. Sans la richesse qui les attirait, Alexandre ne leur était plus d'aucun intérêt. Les femmes qui autrefois l'entouraient cessèrent à marre de répondre à ses messages, et les portes qui lui étaient toujours ouvertes restèrent désormais fermées. Il se retrouva seul face à l'abîme qu'il avait lui-même creusé. Chez lui, Gisèle observait la situation avec un mélange de tristesse et de résignation. Malgré toutes les souffrances qu'Alexandre lui avait infligées, elle resta à ses côtés pour Gabriel et pour l'histoire qu'ils partageaient. Mais leur relation ne tenait plus qu'à un fil, marqué par des cicatrices profondes et des blessures qui ne guériraient peut-être jamais. Alexandre, pour la première fois depuis des années, fut contraint de se regarder en face. Sans argent, sans pouvoir et sans les distractions qui l'avaient toujours entouré, il dut affronter le vide qui le consumait. Il comprit que, dans sa quête de statut et de plaisir éphémère, il avait perdu ce qui comptait vraiment. Mais la question restait, était-il trop tard pour reconstruire ce qu'il avait détruit ? Les jours d'Alexandre devinrent un cycle de frustration et de regrets. Assis dans sa maison, qui n'avait plus rien de luxueux, il regardait Gisèle et Gabriel avec un poids qu'il avait du mal à porter. La crise financière l'avait forcé à réévaluer sa vie, et pour la première fois, il voyait clairement la valeur des choses qu'il avait négligées, l'amour de sa famille, la simplicité des moments partagés, et l'importance de ceux qui se souciaient vraiment de lui. La douleur de sa faillite, mêlée au remords de ses erreurs passées, lui fit comprendre qu'il l'aimait véritablement. Gisèle, malgré tout, était toujours à ses côtés. Gabriel, innocent, continuait à le voir comme un héros. Cela le brisait. Avec ses réserves financières épuisées, Alexandre fut envahi par une pensée extrême. Il devait assurer l'avenir de sa famille, quel qu'en soit le prix. Il continuait à payer une grande assurance vie qui pourrait subvenir aux besoins de Gisèle et Gabriel s'il n'était plus là. Convaincu que sa vie était le seul actif qui avait encore de la valeur, il élabora un plan sombre. Il écrivit des lettres pour chacun d'eux, expliquant ses intentions et précisant qu'il faisait cela par amour. Le cœur lourd, il décida que ce jour serait celui de son ultime sacrifice. Alors qu'il marchait dans la ville, perdu dans ses pensées, quelque chose interrompit ses pas. Dans un coin de trottoir, un enfant assis par terre, mal habillé et sale, jouait avec ce qui semblait être un morceau de carton. Alexandre le regarda et dans un élan lui demanda « As-tu déjeuné aujourd'hui ?» L'enfant, avec de grands yeux brillants, secoua la tête négativement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Hugo » répondit l'enfant d'une voix timide mais assurée. À cet instant précis, quelque chose bouleversa Alexandre. C'était comme s'il se retrouvait face à une vérité simple, mais puissante. « Attends-moi ici, je reviens tout de suite » dit Alexandre. Il entra dans un petit restaurant à proximité,
utilisa les quelques pièces qu'il avait sur lui et acheta un plat de nourriture simple. Lorsqu'il revint, il s'assit à côté d'Hugo sur le trottoir et, sans se soucier de ce que les autres pourraient y penser, lui tendit le plat. Hugo commença à manger avec une joie qu'Alexandre n'avait pas vue depuis bien longtemps. Entre deux bouchées et quelques sourires, Hugo partagea des fragments de son histoire. Il n'avait pas de famille, vivait dans la rue, mais malgré tout, il remerciait sincèrement pour ce moment. « Merci, monsieur. C'est le plus beau jour de ma vie », dit l'enfant avec un sourire si radieux qu'il semblait illuminer le trottoir. La simplicité de cette scène frappa Alexandre comme un éclair. À cet instant précis, quelque chose changea en lui. Il comprit que le bonheur ne résidait pas dans les choses grandioses qu'il avait toujours recherchées, mais dans les petits gestes de bonté, dans ces actes simples qui transformaient en des vies. S'il avait le pouvoir de changer la journée d'un enfant avec un simple repas, peut-être pouvait-il encore changer sa propre vie et celle de sa famille. Avec une énergie renouvelée, Alexandre décida qu'il ne renoncerait pas. Il retourna chez lui avec une nouvelle détermination. Il déchira les lettres qu'il avait écrites pour Gisèle et Gabriel et commença à chercher des solutions. Il contacta d'anciens collègues, explora des alternatives financières et, dans les jours qui suivirent, se plongea dans le monde des investissements. Il apprit à connaître les crypto-monnaies, analysa des opportunités à risque modéré mais à fort rendement et trouva, dans le chaos du marché, des chances de se redresser. Avec le peu qu'il réussit à emprunter, Alexandre fit ses premiers pas pour reconstruire sa vie. Les bénéfices, bien que modestes au début, commencèrent rapidement à croître et avec le temps, il migra vers le secteur immobilier. Il vit dans le marché de l'immobilier un potentiel qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Alexandre consacra des heures interminables à étudier, négocier et planifier. Chaque succès, aussi petit soit-il, le rapprochait d'un avenir meilleur. Des années plus tard, Alexandre ne se contenta pas de récupérer ce qu'il avait perdu. Il prospéra dans un domaine qu'il n'aurait jamais imaginé. Son expérience douloureuse l'avait transformé en un homme différent, plus humble, plus reconnaissant et beaucoup plus conscient de ce qui comptait vraiment. Hugo, l'enfant qui avait changé sa vie, devint une partie intégrante de son histoire, recevant son soutien pour étudier et tracer son propre chemin. Alexandre n'oublia jamais ce sourire sur le trottoir et la leçon simple mais profonde que cet enfant lui avait enseignée. Ainsi, Alexandre, qui avait un jour cru que la richesse était la mesure du bonheur, apprit que le véritable trésor résidait dans l'amour, le service et la capacité de reconstruire, avec honnêteté et détermination, ce qui avait été perdu. Plus fort que jamais, il trouva enfin la paix qu'il avait tant recherchée. Non pas dans le luxe, mais dans les gestes simples et auprès des personnes qui comptaient réellement. Les années de lutte et de reconstruction transformèrent Alexandre en un homme qu'il peinait lui-même à reconnaître. Il n'était plus l'homme d'affaires arrogant qui cherchait la validation dans les fêtes luxueuses et l'adulation de personnes superficielles. Désormais, il comprenait clairement qui étaient les vrais amis, ceux qui avaient réellement de la valeur dans la vie, et combien ses actions, bonnes ou mauvaises, façonnaient en son destin. Alors qu'il marchait dans la ville, perdu dans ses pensées, quelque chose interrompit ses pas. Dans un coin de trottoir, un enfant assis par terre, mal habillé et sale, jouait avec ce qui semblait être un morceau de carton. Alexandre le regarda et, dans un élan, lui demanda « As-tu déjeuné aujourd'hui ?» L'enfant, avec de grands yeux brillants, secoua la tête négativement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Hugo » répondit l'enfant d'une voix timide mais assurée. À cet instant précis, quelque chose bouleversa Alexandre. C'était comme s'il se retrouvait face à une vérité simple, mais puissante. « Attends-moi ici, je reviens tout de suite », dit Alexandre. Il entra dans un petit restaurant à proximité, utilisa les quelques pièces qu'il avait sur lui et acheta un plat de nourriture simple. Lorsqu'il revint, il s'assit à côté d'Hugo sur le trottoir et, sans se soucier de ce que les autres pourraient y penser, lui tendit le plat. Hugo commença à manger avec une joie qu'Alexandre n'avait pas vue depuis bien longtemps. Entre deux bouchées et quelques sourires, Hugo partagea des fragments de son histoire. Il n'avait pas de famille, vivait dans la rue, mais malgré tout, il remerciait sincèrement pour ce moment. « Merci, monsieur. C'est le plus beau jour de ma vie », dit l'enfant avec un sourire si radieux qu'il semblait illuminer le trottoir. La simplicité de cette scène frappa Alexandre comme un éclair.
à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Il comprit que le bonheur ne résidait pas dans les choses grandioses qu'il avait toujours recherchées, mais dans les petits gestes de bonté, dans ces actes simples qui transformaient en des vies. S'il avait le pouvoir de changer la journée d'un enfant avec un simple repas, peut-être pouvait-il encore changer sa propre vie et celle de sa famille. Avec une énergie renouvelée, Alexandre décida qu'il ne renoncerait pas. Il retourna chez lui avec une nouvelle détermination. Il déchira les lettres qu'il avait écrites pour Gisèle et Gabriel et commença à chercher des solutions. Il contacta d'anciens collègues, explora des alternatives financières et dans les jours qui suivirent, se plongea dans le monde des investissements. Il apprit à connaître les crypto-monnaies, analysa des opportunités à risque modéré mais à fort rendement et trouva, dans le chaos du marché, des chances de se redresser. Avec le peu qu'il réussit à emprunter, Alexandre fit ses premiers pas pour reconstruire sa vie. Les bénéfices, bien que modestes au début, commencèrent rapidement à croître et avec le temps, il migra vers le secteur immobilier. Il vit dans le marché de l'immobilier un potentiel qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Alexandre consacra des heures interminables à étudier, négocier et planifier. Chaque succès, aussi petit soit-il, le rapprochait d'un avenir meilleur. Des années plus tard, Alexandre ne se contenta pas de récupérer ce qu'il avait perdu. Il prospéra dans un domaine qu'il n'aurait jamais imaginé. Son expérience douloureuse l'avait transformé en un homme différent, plus humble, plus reconnaissant et beaucoup plus conscient de ce qui comptait vraiment. Hugo, l'enfant qui avait changé sa vie, devint une partie intégrante de son histoire, recevant son soutien pour étudier et tracer son propre chemin. Alexandre n'oublia jamais ce sourire sur le trottoir et la leçon simple mais profonde que cet enfant lui avait enseignée. Ainsi, Alexandre, qui avait un jour cru que la richesse était la mesure du bonheur, apprit que le véritable trésor résidait dans l'amour, le service et la capacité de reconstruire, avec honnêteté et détermination, ce qui avait été perdu. Plus fort que jamais, il trouva enfin la paix qu'il avait tant recherchée. Non pas dans le luxe, mais dans les gestes simples et auprès des personnes qui comptaient réellement. Les années de lutte et de reconstruction transformèrent Alexandre en un homme qu'il peinait lui-même à reconnaître. Il n'était plus l'homme d'affaires arrogant qui cherchait la validation dans les fêtes luxueuses et l'adulation de personnes superficielles. Désormais, il comprenait clairement qui étaient les vrais amis, ceux qui avaient réellement de la valeur dans la vie, et combien ses actions, bonnes ou mauvaises, façonnaient en son destin. Inspiré par sa propre histoire et par le sourire d'Hugo ce jour-là sur le trottoir, Alexandre décida d'amplifier son impact. Il se mit à consacrer une partie de sa fortune à des associations caritatives destinées aux enfants vulnérables. Il fonda une organisation qui luttait contre la faim et fournissait une éducation à des milliers d'enfants à travers le pays. Alexandre ne voyait pas cela comme un acte de charité, mais comme une façon de rendre au monde la seconde chance qu'il avait reçue. Chaque repas qu'il offrait, chaque salle de classe qu'il construisait, était un rappel du chemin qu'il avait parcouru et de l'enfant qui lui avait fait voir le monde sous un autre jour. En parallèle, Alexandre se consacra pleinement à l'éducation de Gabriel, déterminé à transmettre à son fils les leçons qu'il avait lui-même apprises à un prix si élevé. Gabriel grandit en voyant l'exemple d'un père qui, malgré ses erreurs, avait eu le courage de changer et de reconstruire sa vie avec dignité. Alexandre enseigna à son fils l'importance de valeurs comme l'honnêteté, le respect et la compassion. Il veilla à lui montrer que le véritable succès ne se mesure pas à l'argent, mais à l'impact positif que l'on a sur la vie des autres. Gabriel devint un jeune homme au grand cœur, animé par le désir de poursuivre l'héritage de son père. Aux côtés d'Hugo, qui était désormais comme un frère, il se consacra aux causes qu'Alexandre avait initiées. Les deux grandirent ensemble, unis par un lien qui transcendait leurs origines différentes. Hugo, qui auparavant ne connaissait que la pénurie, était désormais un homme confiant et généreux, se souvenant toujours de l'assiette de nourriture qui avait changé sa vie. Gabriel, quant à lui, ne trahit jamais les valeurs qu'Alexandre avait inculquées dans son cœur. Il bâtit une famille fondée sur l'amour et la fidélité, prouvant que le cycle des erreurs du passé avait été brisé. Les années passèrent et Alexandre, désormais âgé, pouvait regarder sa vie avec fierté. Il avait surmonté les ombres de son passé, transformant la douleur en apprentissage et la culpabilité en action.
Redevenu millionnaire, sa fortune n'était plus seulement un symbole de sa résilience, mais un outil pour transformer des vies. Gabriel et Hugo prirent le contrôle de l'empire qu'Alexandre avait construit dans le secteur immobilier, tout en poursuivant la mission d'impacter positivement le monde. Ensemble, ils élargirent la fondation d'Alexandre, aidant des millions d'enfants et de familles à travers le monde. Lors des événements caritatifs, Gabriel et Hugo étaient souvent vus côte à côte, avec une lueur dans les yeux, reflétant l'héritage d'amour et de compassion qu'Alexandre avait laissé. Ils se souvenaient et partageaient toujours l'histoire du jour où un simple repas avait tout changé. À la fin, Alexandre trouva la véritable immortalité, non pas dans ses richesses ou ses propriétés, mais dans le cœur de chaque vie qu'il avait touchée. Il quitta ce monde en homme transformé, aimé par sa famille et rappelé comme quelqu'un qui, malgré ses erreurs, avait eu le courage de changer et de rendre le monde meilleur. Tandis que Gabriel et Hugo regardaient vers l'horizon, inspirés par les leçons de l'homme qui les avait unis, ils savaient sans qu'ils ne faisaient que commencer à écrire le prochain chapitre d'un héritage d'amour, de générosité et d'espoir. L'histoire d'Alexandre est bien plus qu'un parcours d'erreurs, de rédemption et de triomphe. C'est une leçon sur la façon dont la vie, dans son essence, nous rend ce que nous semons. Il apprit de la manière la plus dure que l'arrogance, l'égoïsme et la cupidité peuvent nous mener au sommet, mais ne nous y maintiennent jamais. Ce n'est que par l'amour, la bonté et les efforts sincères pour transformer la vie des autres qu'il est possible de trouver un véritable sens à l'existence. Le plat de nourriture qu'Alexandre avait offert à Hugo, à un moment où il était lui-même perdu, devint le point de départ d'une récolte abondante de bénédictions. C'est à ce moment-là qu'il comprit que faire le bien, même à travers les plus petites actions, peut avoir un impact bien plus grand que ce que l'on imagine. Un simple acte de bonté peut changer une vie, et lorsqu'il est multiplié, il peut transformer le monde. Le parcours d'Alexandre montre également qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il aurait pu abandonner, mais il choisit de lutter, de reconstruire et de repartir à zéro. Il comprit que ceux qui sèment de bonnes graines, même dans un sol appauvri, peuvent récolter des fruits étonnants à l'avenir. Et cette récolte ne se mesure pas en biens matériels, mais en sourires, en étreinte, en gratitude et en un héritage qui demeure même après notre départ. Faire le bien, c'est comme un écho. Il revient à nous sous des formes que nous n'attendons pas toujours, mais qui nous renforcent toujours. Alexandre laissa un exemple vivant que, peu importe à quel point nous nous éloignons, le bon chemin reste toujours accessible à ceux qui ont le courage de le chercher. Sa vie prouva que, en faisant le bien, nous plantons les graines d'un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Ainsi, la leçon finale de cette histoire est claire. Celui qui sème l'amour, la générosité et la compassion récolte un héritage qui ne sera jamais oublié. La vie est un champ fertile, et le choix des graines est toujours entre nos mains. Que l'histoire d'Alexandre inspire chacun à choisir de semer le bien, car c'est là que nous trouvons la véritable richesse de la vie.